Comment évoluent les prix à Paris et en Île-de-France? Quelles sont les nouvelles conditions pour emprunter? Y a-t-il un ralentissement de l'activité? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette émission. Figaro Immo, c'est parti. Et pour parler de cette évolution du marché immobilier parisien et par extension francilien, deux invités en plateau. Tout d'abord, Cécile Roclor, bonjour. Bonjour Olivier. Porte-parole d'Empruntis, spécialiste des crédits immobiliers. Et un notaire, pas n'importe lequel, maître Cyril Gibert, notaire, porte-parole des notaires du Grand Paris, deux porte-parole aujourd'hui avec nous pour décrypter l'évolution de ce marché parisien et par extension francilien. Tout d'abord, à tous les deux, en cette période un peu compliquée, où on a un manque de visibilité, il y a beaucoup d'incertitudes économiques, quelle est, selon vous, la place de l'immobilier, maître Gibert? Bonjour Olivier. Très clairement, c'est certain qu'on vit une période compliquée d'incertitude, mais on voit plus que jamais que l'immobilier reste cette valeur refuge. Cette valeur refuge pour les ménages, pour une raison relativement simple, c'est évidemment qu'on se projette dans une résidence où on va habiter à titre principal ou à titre secondaire, ou encore on va investir dans un logement parce qu'on va le louer ou le destiner à ses enfants qui feront des études plus tard, le louer pour se constituer des revenus complémentaires pour sa retraite, sujet d'actualité. Le projet de vie. Et c'est un projet de vie. L'immobilier reste un projet de vie et une valeur refuge très clairement pour les ménages français. Cécile Roclor. Oui, clairement, je ne peux que consolider les propos de maître. En fait, l'immobilier, ça reste une valeur tangible. Effectivement, vous pouvez trouver quelque chose de matériel. On voit bien qu'en plus, au cours de l'histoire, rares sont les mauvaises aventures avec l'immobilier quand on choisit bien son bien et quand on fait le bon montage financier et patrimonial. Donc aujourd'hui, malgré tous les critères anxiogènes dont on va parler, qui sont sur le marché depuis plus d'un an, ce qu'on constate, c'est qu'on a seulement une baisse de 14% des envies d'acheter de l'immobilier. Donc on voit bien que malgré toutes les pressions sur les ménages, l'immobilier reste une valeur effectivement refuge. Eh bien, c'est ce que l'on va voir en détail, justement, tous les deux, sur les différents aspects, à la fois l'aspect emprunt, crédit, et puis l'aspect marché immobilier ancien. Tout d'abord, on a eu un ralentissement général en France. Est-ce qu'il y a à Paris et en Île-de-France un nouveau cycle immobilier, maître Gibert? Pour parler de cycle, il faudrait qu'on ait un petit peu plus de recul. Ce qui est une certitude, c'est que s'amorce une décroissance. En termes de volume, on voit très clairement que les volumes ne sont pas ceux qui étaient. On est quand même sur un rythme soutenu, car si on lise sur les 10 années, on a quand même un niveau d'activité qui est élevé. Mais très clairement, on ne peut pas ne pas dire qu'en ce début d'année, on assiste à un volume moins important et qui devrait très clairement, avec un indicateur avancé qui sont la signature des avant-contrats, évidemment arriver à nous donner un indicateur de légère baisse des prix également qui devrait se situer aux alentours du mois de mai. On devrait avoir effectivement cette indication. Alors, on est à moins 11% en un an des ventes, mais c'est vrai qu'on sort quand même de périodes et d'années exceptionnelles. Donc, bon, il faut relativiser tout ça. Exactement. Il faut essayer de regarder cet effet miroir de ce début d'année 2023 par rapport aussi à un début d'année 2022 qui avait été absolument incroyable en termes de volume. Alors, est-ce que c'était une anticipation début 2022 de l'augmentation des taux, dont certainement Cécile nous parlera dans un instant, et aujourd'hui une contraction de l'accès au crédit? C'est tout à fait possible. Ce qui est Donc certain, pour vous, ce sont les principales raisons? Il y en a d'autres ou qui expliquent en fait ce ralentissement? Je crois qu'il y a aussi un état de confiance générale. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, la période d'incertitude économique, face au chômage, à l'inflation, retarde des projets. Je ne crois pas que ça les abandonne. Je crois que ça les retarde. Et puis, il faut quand même aussi avouer, tous consommateurs que nous sommes, quand on commence à nous annoncer une éventuelle baisse, on ne va pas faire ses courses la veille des soldes. La ménagère et le bon acquéreur, évidemment, se dit « attends de voir un petit peu ce qui va se passer ». Maintenant, je crois fondamentalement que le besoin est là, le manque de logement est toujours présent et réel. Je pense que c'est des projets retardés. Retardés pour des questions de confiance ou retardés pour des questions d'accès au financement, peut-être aussi. Alors, à propos de financement, on va voir justement une infographie sur l'évolution des prix à Paris. Une infographie assez intéressante. Voilà, on voit l'évolution notamment depuis 2013, depuis 10 ans. Donc à l'époque, on était à un peu plus de 8 000 € par mètre carré en moyenne.
Et voilà, on voit cette projection, ça a monté progressivement, et puis on a cette légère baisse depuis 2020, c'est remonté un petit peu, et puis là, selon les avant-contrats, nous devrions atteindre les 10 250 € par mètre carré en moyenne. Commentaire, maître Gibert? Très clairement, cette cartographie nous montre tout simplement que depuis 2013, mais on pourrait aller encore avant, l'immobilier d'une manière générale, et Cécile le disait, est un investissement qui a une tendance à s'apprécier dans le temps, très clairement. Il est exact qu'on constate depuis le dernier trimestre 2022 et vraisemblablement ces débuts d'année vont nous montrer également ça, une inflexion. Dire que c'est un cycle, ce n'est pas d'une certitude. Ce qu'on attend, c'est la courbe qui va remonter évidemment à un moment donné. Tout ça, c'est un équilibre entre Donc pour vous, elle va les offres et les demandes. Elle devrait monter. On voit que toutes les inflexions, d'une manière générale, rien n'est annonciateur a priori d'une crise immobilière majeure. Oui, on est sur un ajustement, il n'y a pas d'effondrement. Il n'y a pas d'effondrement. Enfin, rien ne nous permettrait aujourd'hui d'affirmer qu'on va vivre un effondrement de l'immobilier. Donc une légère correction du marché sans doute, et a priori une courbe qui, espérons-le, reprendra un petit peu de fraîcheur ou se stabilisera en tout cas. Et l'on va voir maintenant, si l'on rentre dans le détail sur les arrondissements parisiens, l'évolution des prix. Alors on voit, toujours le centre de Paris très fort, au-delà des 12 000 € du mètre carré. Et puis un phénomène quand même nouveau. 8 arrondissements désormais sont sous la barre symbolique des 10 000 € par mètre carré. Il y a 2 ans, il n'y en avait que 4 entre guillemets. Ah oui, très clairement, très clairement. Alors on le constate, d'ailleurs dans la baisse des prix générale, on voit que le centre de Paris a beaucoup résisté. Ouais. Alors des arrondissements sur lesquels on est très habitué à avoir des niveaux de prix élevés, le 6e, 7e, 5e, évidemment 1er, 2e, 3e. Une couronne effectivement en demi-teinte avec effectivement 8 arrondissements qui sont passés en dessous de la barre des 10 000 €, donc vraiment tout le 18e jusqu'au 15e arrondissement, et puis une résistance à 10 000 €, périphérie ouest de Paris, la plus demandée proche des Hauts-de-Seine, et puis le 11e qui est devenu quand même un arrondissement où il fait bon vivre et les gens apprécient cet arrondissement de Paris. Et avec aussi, on parle souvent de fractures du territoire, il y a aussi des fractures à Paris entre les quartiers Goutte d'Or, Porte de la Chapelle, on est autour de 8 000 € du mètre carré. Et puis Champs-Élysées, on est à 16 000 € du mètre carré. Au sein d'une même ville, de tels écarts, c'est assez important. J'ai presque envie de vous dire, même le 18e, une fracture encore plus importante. Parce que vous citez évidemment des quartiers à des prix assez bas, mais allons juste rue Colincourt et à Montmartre, et vous êtes sur des prix qui sont du simple au double, véritablement. Avenue Junot, vous êtes quasiment, je pense, au double des prix que vous énoncez. Donc cette fracture, elle est réelle. Pas seulement effectivement d'arrondissement à l'autre, mais au sein d'un même arrondissement. On voit le 17e qui a pris aussi beaucoup de fraîcheur avec tous les projets, effectivement, depuis Batignolles, avec le nouveau tribunal, tout cet arrondissement où les gens apprécient vivre et qui devrait pouvoir se contaminer peut-être, vraisemblablement, sur l'avenue de Saint-Ouen, le 18e, et progressivement, effectivement, remonter un petit peu tous ces quartiers-là. Alors, et si l'on sort de Paris, l'attrait pour la maison, cette envie de verdure, de partir, de quitter Paris, pour avoir une maison en proche banlieue, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a aussi ce ralentissement? On constate ce ralentissement. Alors je crois qu'il est très clairement aujourd'hui, d'une manière générale, là on est sur les prix, mais quand on parle de volume, on a à peu près les mêmes courbes déflationnistes, ou en tout cas d'inflexion du marché sur l'intérêt de la maison. Il faut aussi le dire et le remettre en parallèle de nos années Covid. Tout le monde a voulu aller dans la verdure, avoir un jardin, profiter effectivement du temps magnifique que nous avons eu pendant ces mois de Covid, et en oubliant, dans un contexte de circulation tellement facile, quand tout le monde était évidemment à la maison, que tout est redevenu un petit peu plus compliqué. Et certains acquéreurs de maisons individuelles qui sont allés plus ou moins loin du centre parisien, aujourd'hui nous téléphonent, nous appellent, vous sentez donc un retour, on sent une volonté de retournement, de dire tiens, on va reprendre un petit logement dans Paris, c'est plus facile, on ne peut pas être tout le temps en télétravail, les enfants ont perdu leurs amis. Enfin voilà, il y a eu des petites complexifications quand même quand on est retourné, j'allais dire, dans un quasi-état normal, en se rendant compte qu'effectivement, l'éloignement n'est pas toujours si simple que ça. Et juste avant de passer sur les crédits et de voir avec vous, Cécile Roclor, sur les perspectives sur l'évolution des prix, quels sont je ne vais pas dire vos pronostics, mais en fait les tendances, un lent ralentissement comme ça, à la fois de l'activité et des prix ou...
Je pense à un ralentissement, très certainement. Ce qu'il faudrait qu'on mesure aujourd'hui, on voit très bien que la crise des ménages, la crise de confiance, fait qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on décale, on retarde. Néanmoins, quand je retarde mon projet d'investissement, pour autant, des produits arrivent sur le marché. Parce qu'au même titre que des enfants naissent, malheureusement, nos aïeux nous quittent, certains nous quittent avec des appartements qui vont arriver sur le marché. Le problème, c'est que plus j'ai une offre importante et une demande inférieure, j'ai évidemment un risque aujourd'hui d'avoir un marché qui peut être baissier. Mais je crois très sincèrement que les choses se corrigeront assez vite. On en parlera avec Cécile dans un instant. Les taux ont créé ce phénomène où l'argent coûte de l'argent. Donc il a fallu l'intégrer dans son budget. Ça a évidemment été un choc pour certains. Les plus anciens se souviennent quand même qu'on empruntait dans l'immobilier sur des durées beaucoup plus courtes et à des taux supérieurs à 10%. Il y a quand même une quinzaine, vingtaine d'années. C'est très long, certes, mais c'est ça. Donc aujourd'hui, je pense que tout ça va rentrer en ordre et redonner un niveau aussi bon qu'il était, voire meilleur, et se consolider. On ne peut pas non plus considérer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de volume. Les volumes sont plus bas, mais on n'est pas sur un marché, en tout cas, qui soit à tonnes, où rien ne se passe. Bon. Et sur ce marché du crédit, est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui d'emprunter pour accéder à la propriété? Alors effectivement, si on regarde dans les derniers semestres ou années, oui, il y a eu un changement de monde, mais en fait, c'est un retour à la normale, Olivier, parce qu'on a connu, on parlait des taux des années fastes, empruntés à 1% en moyenne sur 20 ans. Facilité. Alors, ça coûtait rien, parce que 1% sur 20 ans, même quand l'inflation est très basse, mais en fait, on est gagnant. Ça ne pénalisait donc pas la capacité d'emprunt. Et les banques étaient très ouvertes à la distribution du crédit, parce que c'est un outil de conquête pour elles. Donc, en fait, on accédait facilement au crédit et à un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire qu'on gagnait presque de l'argent en empruntant. Donc, effectivement, ce monde-là... on a été mal habitué. Alors clairement, on a pensé que c'était devenu la normalité. Ça ne l'est pas. Alors, ça ne l'est pas pour plein de raisons différentes. Le coût de l'argent pour les banques qui a beaucoup augmenté sur la dernière année, qui fait qu'aujourd'hui, elles ont un besoin de facturer plus cher le crédit pour espérer regagner de l'argent. Et je parle bien d'espérer regagner de l'argent, puisqu'aujourd'hui, les banques, elles perdent de l'argent en finançant votre projet immobilier. Qu'on a une réglementation sur le taux d'usure qui a énormément mis de pression sur la distribution du crédit et qu'effectivement, quand le crédit coûte quasiment 3 fois plus cher qu'il y a un an, vous perdez en moyenne 15% de capacité d'emprunt et donc ça retarde des projets, ça nécessite de repenser son projet et vous avez raison, maître, on voit nous aussi des gens qui s'étaient éloignés de Paris, de la petite couronne pour aller chercher du verre, voire en changeant de région. Effectivement, quand l'essence coûte plus cher, quand on se rend compte que le quotidien est parfois moins simple pour profiter juste le week-end d'un climat ou d'un environnement plus favorable, il risque d'y avoir un changement de choix et avoir à nouveau de la pression sur les centres-villes ou sur les grandes métropoles. Mais c'est vrai qu'on constate aujourd'hui clairement moins de facilité dans l'accès au crédit, la nécessité de chercher un financement avant d'aller chercher un bien. Oui, ce qui était une habitude qu'on avait complètement perdue. Avant, nous, on voyait des clients arriver en agence en disant « j'ai trouvé, j'ai signé, trouvez-moi un financement ». Alors, c'était très bien parce que la plupart du temps, ça passait. Aujourd'hui, si vous procédez comme ça, vous avez de très grandes chances, malheureusement pour vous, de rater votre projet. Donc oui, il y a un vrai changement d'habitude, un vrai changement de façon de procéder. Pour autant, on voit bien qu'on arrive encore à concrétiser des projets, heureusement. On va le voir, mais quelles sont les nouvelles règles prudentielles des banques? Qu'est-ce qu'elles demandent qu'elles ne demandaient pas avant? Alors, il y a déjà ce qu'elles ne demandent pas, elles, mais ce que le législateur demande. Et ça, on l'oublie assez régulièrement. Mais les dernières années ont été marquées par le sceau du Haut Conseil de stabilité financière qui a demandé aux banques d'être plus prudentes dans la distribution. Et donc, depuis le 1er janvier 2022, les banques, elles doivent respecter 2 règles essentielles. C'est un taux d'endettement à 35%, assurance de prêt incluse, et une durée d'emprunt de 25 ans, voire 2 ans de plus si vous achetez dans le neuf ou vous rénovez complètement un bien. Et ça, elles peuvent y déroger dans une toute petite enveloppe, 20% de leur production trimestrielle. Donc, autant dire que, en fait, ça s'applique à quasiment tout le monde aujourd'hui. Et ça, c'est un premier coup au marché de l'immobilier aux emprunteurs parce qu'avant, elles avaient de la souplesse, elles avaient de la prudence, mais elles avaient de la souplesse. Et ça joue sur les investisseurs et sur les primo-accédants. Ensuite, il y a effectivement ce que vous évoquez, Olivier, c'est leur propre vision du risque. Et quand vous êtes dans un marché où les indicateurs vous disent récession économique potentielle, perte d'emploi, risque de baisse des prix de l'immobilier dans certains secteurs, loi climat,
DPE, etc. Tout ça met de la pression sur les banques, et les banques, elles se disent, mais en fait, il y a un risque. Donc, on a perdu des habitudes qu'on avait mal prises, qui étaient d'emprunter sans apport assez facilement, c'est-à-dire sans avoir d'argent de côté pour payer les frais, parce que les banques étaient d'accord pour financer en se disant de toute façon, s'il y a une vente rapide à 2-3 ans, la plus-value devrait être à peu près là et donc on ne prend pas de risque. Donc il faut se constituer une épargne, il faut avoir une bonne gestion financière de ses comptes et donc les banques, elles vont regarder la stabilité et la stabilité. Alors justement, on va regarder en images quelques infographies sur des dossiers déposés à la fois par les intentionnistes franciliens, parisiens. Voilà, commentaire. Alors aujourd'hui, on aurait pu se dire, et Maître Gilbert l'évoquait, que ça y est, tout le monde voulait se mettre au vert. On voit bien que malgré tout, il y a toujours un attrait très particulier pour les Hauts-de-Seine et Paris. Ce sont les deux départements sur lesquels les intentions d'achat sont les plus fortes. Alors on n'est pas sur des choses très clivantes, puisqu'on voit que la Seine-Saint-Denis n'est pas très loin derrière, mais tout type de projet confondu, on reste marqué par les Hauts-de-Seine et Paris comme des départements très attractifs. Ensuite, on va voir un slide sur notamment le profil de l'intentionniste. Combien gagne-t-il ? L'apport personnel, oui, commentaire. Ceux qui souhaitent acheter à Paris et en Ile-de-France de façon plus large ont des revenus inférieurs à 5 000 €, donc couple ou individuel, parce qu'on a vraiment les deux profils, couple et solo. On voit qu'il y a une vraie sensibilité à l'apport, mais vous avez travaillé à l'éducation et à la sensibilisation des emprunteurs ou des futurs emprunteurs en expliquant qu'il fallait de l'apport. Alors cet apport-là, ce n'est pas l'exigence des banques, et je tiens vraiment à le souligner. Les banques, elles ne demandent pas plus d'apport qu'avant. Par contre, quand les prix augmentent, et que votre capacité d'emprunt, vous l'évoquiez, Maître, n'a pas évolué parce que vos revenus, ils n'ont pas pris 15 ou 20% dans les dernières années, votre effort, c'est l'épargne et c'est ça qui va faire le job. Et puis sur l'intentionniste, est-ce que les banques demandent de plus en plus sur les classements DF ou G sur les biens immobiliers ? Oui, c'est alors ça, c'est vraiment regarder le DPE. Quel que soit votre projet d'achat, parce qu'en fait, vous allez avoir un impact à la revente potentielle ou à la location pour l'investissement locatif. Donc oui, il y a vraiment une observation très importante de la classe énergétique. Et puis effectivement, on va voir qu'il y a un vrai écart avec les acheteurs après. On va voir le tableau sur les acheteurs franciliens. Alors tout d'abord sur les projets, on voit qu'effectivement, dans les profils des intentionnistes, vous le disiez Maître tout à l'heure, acheter sa résidence principale, ça reste un projet majeur. Et on voit que malgré les conditions, mais parce que l'offre locative est aussi très faible en France, il y a toujours cette volonté d'acheter de l'immobilier, d'acheter son toit. Donc ça reste un projet majeur pour les franciliens. Et là, on va passer aux acheteurs. Et donc les acheteurs, on voit qu'on reste... Toujours Paris qui est plébiscité. Oui. Et alors on pourrait se dire qu'avec l'augmentation des prix des dernières années, en fait, on ne veut plus acheter dans Paris, puis les conditions de la vie parisienne. Et on voit que malgré tout, Paris reste très, très attractif pour tous les projets immobiliers en Ile-de-France. Profil, on va voir. Voilà. Et je pense que le sujet sur lequel il faut vraiment s'attarder, c'est le niveau de revenus. Parce qu'en fait, acheter dans des villes dont les prix sont élevés, et c'est le cas à Paris et en Ile-de-France globalement, ça nécessite des revenus. Et plus le taux va augmenter de crédit, plus vous allez devoir avoir des revenus importants pour pouvoir avoir une capacité d'emprunt suffisante. Et je pense que l'écueil aujourd'hui, il est là entre ceux qui ont envie d'acheter et ceux qui peuvent acheter, c'est l'impact des prix et des taux. Très bien, voilà pour ce tour d'horizon qu'on a vu dans le détail. Alors maintenant, justement, si on va plus loin, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier, Maître ? J'allais dire, là, on est sur deux sujets effectivement différents, vendeur ou acheteur. Peut-être commençons par l'acheteur. Allez-y. L'acheteur aujourd'hui, il est peut-être dans un moment où il a la main. Le vent a tourné, et quand j'ai plus effectivement d'offres que de demandes, il faut prendre son temps. Il y a quelques mois, mais vraiment quelques mois, un candidat acquéreur qui le week-end avait trouvé un appartement attendait le lundi matin pour discuter avec son notaire dans son bureau, rappelait l'agence, le bien était vendu. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le temps de vente d'un appartement est plus long. Donc aujourd'hui, c'est là où je dis, l'acquéreur a du temps. Pas non plus un temps fou, mais il a un peu plus de temps. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. Voilà. Aujourd'hui, on peut ne pas se précipiter. Et si même on se précipite, on a toujours le délai de rétractation qui nous offre une possibilité de sortir de cet investissement. Et négocier. Alors la négociation, elle se fait. On sent que si le bien est sur le marché à un bon prix, quand je dis un bon prix, le bon prix, la négociation sera assez faible. Et généralement, une annonce on dit au-delà de 3 mois, c'est que déjà, c'est pas au bon prix.
c'est pas au bon prix et j'ai envie de dire le bien pour quasiment le sortir du marché parce qu'on se demande pourquoi il était si cher, s'il a rebaissé, pour quelles raisons. Enfin, il devient en fait, voilà, un bien qui est proposé sur un marché à un prix qui n'est pas son prix, fatalement va vivre sa cession de manière assez compliquée, en tout cas jusqu'à trouver un candidat potentiel. La valeur verte des logements, notamment tout ce qui est DPE, performance énergétique, ça c'est quelque chose, j'imagine, que vous voyez de plus en plus, qui a son importance. C'est un élément important, j'ai envie de dire, vous savez, les règles en immobilier, les plus classiques des anciens disaient, règle numéro 1, l'emplacement, 2 l'emplacement, 3 l'emplacement. Donc l'emplacement c'est essentiel. Aujourd'hui quand on a une offre, réfléchissons à son avenir. C'est vrai que des jeunes qui vous disent 4e sans ascenseur, pas de souci. Mais si pour le même prix, je peux en avoir un au 3e ou 4e étage avec ascenseur, voilà, une chute, une blessure, une valise lourde quand on rentre de vacances, c'est pour tout le monde la même chose. Et quand on a de l'offre, observez bien le marché, observez bien les offres. Il est certain qu'une fois qu'on a jeté son dévolu sur un quartier, un appartement, ces éléments intrinsèques aujourd'hui, qui sont le DPE, mais au même titre que tous les diagnostics, il faut les regarder avec attention. Ce n'est pas juste des documents pour donner de l'information. On a évidemment, nous, de la pédagogie à expliquer, à concentrer l'énergie. Pourquoi ? Parce que notre énergie, pas celle qui consomme évidemment, mais l'énergie en tout cas intellectuelle, pour attirer l'attention. Une installation électrique non conforme, c'est des travaux supplémentaires qui vont donc s'ajouter au prix d'achat. Un logement énergivore, chacun peut habiter là où il a envie. Mais Cécile le disait très justement, je suis muté, je pars, je veux louer mon logement. Je suis en F, je suis en G, je ne peux pas le louer, je suis bloqué. Ça implique quoi comme travaux ? Et c'est peut-être aussi des explications de correction du marché et des prix. Si évidemment le même bien qui est classé en C ou en D ne peut pas aujourd'hui valoir la même chose qu'un F ou un G dans lequel je vais être obligé de faire des aménagements. Et je rappelle que on va vivre nos premiers audits énergétiques. Mais pour avoir regardé des dossiers précédemment dans ces mêmes conditions, ça peut entraîner une perte de surface. Parfois, l'isolation ne peut se faire qu'à l'intérieur, sur des murs anciens qui vont être doublés avec des épaisseurs relativement larges. Et quand vous avez fait toute une pièce, évidemment, en doublage, je ne sais pas si c'est 7, 8 cm, je ne suis pas un technicien, mais en tout cas, on s'est rendu compte dans les réalisations de devis que l'on pouvait perdre beaucoup de mètres carrés. Si j'ai acheté ces mètres carrés que j'ai immédiatement perdus, j'ai un effet évidemment économique qui est très mauvais. Donc c'est une donnée évidemment essentielle à prendre en compte. Essentielle, mais pas que. Voilà. Comme ce que vous indiquez, le carnet de santé du logement. En fait, ça devient ça, d'avoir cette traçabilité au fil des ans, de savoir finalement ce qu'on achète, comment on peut aussi anticiper le budget des travaux, c'est important. Bien entendu. Et puis qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, les grandes métropoles et en Ile-de-France, principalement, on achète en copropriété. Donc quand j'ai regardé intrinsèquement mon appartement, mes travaux, ce à quoi va m'entraîner le diagnostic de performance énergétique, n'oublions pas de regarder comment va la copropriété. Quels vont être les travaux dans lesquels je vais devoir m'engager, car je vais m'engager à la majorité. Mon nom ne m'exclura pas d'un engagement financier de l'ensemble de la copropriété. On n'est plus tout seul. Donc attention, voilà, attention. Cécile Roclor, les bons conseils dans le domaine, notamment l'anticipation, c'est important quand... C'est devenu essentiel, Olivier. Aujourd'hui, vraiment, vous avez envie d'acheter de l'immobilier, quel que soit votre projet. La première chose à faire, c'est vraiment estimer le plus finement votre capacité d'emprunt, l'actualiser le plus régulièrement possible, parce qu'en fait, les taux changent, on en parlait tout à l'heure, tous les mois, voire toutes les semaines, voire certains jours en début de mois, parce qu'on reçoit beaucoup de barèmes de banque en début de mois. Donc vos conditions d'accès au financement vont changer. Et donc il est essentiel de bien estimer sa capacité d'emprunt. Donc la préparation aujourd'hui pour mener un projet immobilier, elle est essentielle pour constituer l'épargne aussi, pour montrer à la banque qu'on est un bon gestionnaire et qu'on a un historique sain qui va donner envie de se financer. Et puis j'aurais tendance à dire de l'autre côté du prisme, ne pas attendre pour attendre. Effectivement, on peut espérer une baisse des prix, on peut imaginer que des biens vont être décotés parce qu'ils seront entre guillemets passoires thermiques, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas dans de mauvaises catégories d'énergie, et que ça va faire un appel d'offres sur le marché et qu'on pourra trouver de meilleures opportunités. Il y a une chose dont on est quasi certain aujourd'hui, parce qu'on peut jamais être certain, on n'a pas de boule de cristal, c'est que les taux vont continuer à augmenter.
Oui, donc ça, et la c'est question, c'est de savoir à quel point ce que vous allez perdre en matière de capacité d'emprunt, vous allez le récupérer en termes de baisse des prix. Et puis, vous le disiez, Maître, en fait, il y a quand même une concentration, une synergie des envies d'acheter et de même type de biens, ceux où justement j'ai un peu moins de travaux, un peu moins de problèmes. Et donc ça fera qu'une partie des biens ne baisseront pas ou très peu. Donc aujourd'hui, attendre ou se lancer, je pense qu'il vaut mieux estimer sa capacité d'emprunt et voir si on peut le faire aujourd'hui. Et si vous avez un projet, il ne faut pas attendre de meilleurs jours. Et puis, il y avait des choses qu'on avait peut-être tendance à oublier, c'est le prêt à taux zéro, c'est aussi tous Clairement, les prêts Olivier, complémentaires oui. dans les collectivités, de demander tout ce qui peut se cumuler et s'additionner. Il y en a aussi un petit peu moins en local, parce Ouais. qu'en fait, avec les années face du crédit, certaines collectivités ont débranché ce type d'aide, mais il faut espérer que ça revienne justement dans les mois ou les semestres à venir. Mais vous avez raison, le prêt à taux zéro, quand on emprunte en Ile-de-France, selon la composition de votre ménage, parfois 100 000 euros à taux zéro, quand les taux moyens sur 20 ans sont à 3%, je peux vous dire que ça fait une vraie différence dans le budget. Et puis, il y a aussi MaPrimeRénov', si vous avez besoin de faire des travaux de rénovation. Il y a aujourd'hui beaucoup de dispositifs. C'est d'ailleurs peut-être là que le bas blesse. C'est qu'il vaut mieux être éclairé et accompagné parce qu'en fait, il y a un millefeuille de solutions et d'options. Les crédits logements, en fait, vous avez vraiment une panoplie d'aides qui peuvent vous accompagner. Et c'est parfois difficile d'y voir clair et pour autant, ils sont là. Eh bien, en tout cas, on a vu clair. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Maître Cyril Gibert, merci infiniment. Merci beaucoup, Olivier. Cécile Rockler, merci beaucoup. Merci à vous, Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Imo.